Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Orellana-Pepin. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL pour la période du 31 juillet au 6 août. Nous commençons cette semaine avec le C3S des Laurentides qui tient à souligner l'initiative de l'équipe du CHSLD L'Équipage de Rivière-Rouge qui invite les résidents qui le souhaitent à prendre part au Café citoyen. Ces derniers participent aux échanges et discussions qui concernent l'actualité de la MRC d'Antoine-Labelle et des municipalités de la Vallée de la Rouge. Madame Nancy Bourque, gestionnaire responsable du CHSLD L'Équipage, accompagnée de son équipe, a eu l'idée d'offrir aux résidents du CHSLD la possibilité de participer aux rencontres du Café citoyen afin que ces derniers retrouvent une place active au sein de leur communauté. Le Café citoyen est un lieu de rencontre privilégié où des citoyens, des représentants d'organismes communautaires, des élus municipaux et bien d'autres se réunissent pour échanger sur les services offerts. C'est un espace propice à l'établissement de relations positives et harmonieuses qui favorise la bienveillance, l'écoute, la coopération et la collaboration. Madame Rosemonde Landry, présidente directrice générale du CI3S des Laurentides, s'est réjouie de la mise en place de ce nouveau projet. Elle affirme que la création de liens sociaux significatifs est importante pour ses résidents et qu'il s'agit d'une belle occasion de reconnexion et de partage. Elle tient à souligner le travail de Mme Bourque et son équipe pour cette belle réalisation. Elle mentionne que cela démontre bien le dévouement du personnel envers le bien-être des personnes âgées et leur volonté de favoriser une intégration sociale enrichissante. Une première chirurgie bariatrique a été réalisée avec succès au Centre multiservices de santé et de services sociaux d'Argenteuil par le Dr Yves Semerjian, chirurgien général avec l'expertise de toute l'équipe du bloc opératoire. Pour cette première, l'équipe médicale a utilisé la procédure gastrectomie pariétale qui se pratique par de petites incisions pour y introduire des instruments et réduire le volume de l'estomac. Le but de l'intervention est de réduire le poids corporel en modifiant le système digestif afin d'aider le patient à perdre du poids de manière durable et à améliorer leur santé globale. La procédure a été faite avec le plus grand soin et la plus grande expertise dans le but d'améliorer la santé, la qualité de vie et l'espérance de vie du patient. L'une des clés du succès réside dans l'équipe multidisciplinaire exceptionnelle composée de chirurgiens, de nutritionnistes, de psychologues et d'infirmières cliniciennes. La personne opérée sera suivie par différents professionnels de la santé pendant 1 an à la suite de son intervention. C'est grâce à la spécialisation des intervenants et à l'acquisition de nouveaux équipements médicaux dont la Fondation de l'Hôpital d'Argenteuil a été un partenaire financier majeur que cette première intervention a pu être réalisée. Madame Rosemonde Landry, présidente directrice générale du CI3S des Laurentides, prévoit qu'une quarantaine d'interventions bariatriques pourront être ainsi réalisées au bloc opératoire d'Argenteuil au cours de la prochaine année. Elle explique que l'équipe ajoute cette intervention spécialisée au service de chirurgie déjà offert au centre multiservice et que c'est une très belle nouvelle pour la population d'Argenteuil que de pouvoir compter sur un département médical ayant une vaste expertise et des équipements à la fine pointe de la technologie. Récemment, le CI3S annonçait avoir réalisé plus de 1000 interventions depuis que la chirurgie bariatrique est offerte dans la région. Le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, le ministre responsable de la région des Laurentides, Benoît Charette, ainsi que la députée de Mirabel, Sylvie Damour, ont annoncé que le projet de modernisation de l'urgence et de l'aménagement d'une unité d'intervention brève en santé mentale à l'hôpital de Saint-Eustache franchit une nouvelle étape dans le but d'améliorer les soins de santé de la population de la région des Laurentides. Le gouvernement du Québec autorise ainsi l'équipe chargée du projet à amorcer l'élaboration du dossier d'affaires. Les appels d'offres pour les services professionnels d'architecture et d'ingénierie ont été lancés le 21 juillet. Les travaux prévus dans le cadre du projet incluent l'agrandissement de 17 880 mètres carrés à l'arrière de l'hôpital, ainsi qu'un réaménagement de 560 mètres carrés. L'agrandissement est destiné à accueillir une urgence comprenant notamment 38 civières, 4 civières de choc, ainsi qu'une zone d'évaluation rapide de 10 fauteuils. L'unité d'intervention brève en santé mentale sera quant à elle constituée de 10 lits en chambres individuelles. L'amélioration des infrastructures de soins de santé est l'un des éléments clés du plan santé du gouvernement du Québec.
Elle vise à rendre les environnements de soins plus attrayants pour le personnel et mieux adaptés aux besoins des citoyens et citoyennes, tout en améliorant l'accès à des soins de santé. Lionel Carman, ministre responsable des services sociaux, déclare que ce projet est essentiel afin d'être en mesure d'offrir aux citoyens et citoyennes des Laurentides des infrastructures hospitalières à la hauteur des besoins actuels que le gouvernement sait qu'il est nécessaire de moderniser et il mentionnait également que le gouvernement sait qu'il est nécessaire de moderniser les installations de santé. Il ajoute que c'est pour cette raison que le gouvernement n'hésite pas à accélérer les projets qui vont en ce sens afin de mieux desservir la population. Benoît Charette, ministre responsable de la région des Laurentides, affirme que de tels travaux auront un effet positif notable et durable sur l'expérience de soins des usagers et usagères de la région, mais également sur leur qualité de vie. Il ajoute que ce projet est mené en cohérence avec l'évolution des besoins et du contexte clinique actuel et que les nouveaux espaces permettront d'offrir des services adaptés à la réalité des gens de la région, à la fois plus accessibles, plus conviviaux et plus sécuritaires. Alors que la saison estivale s'amorce et que de nombreux touristes rejoindront la région pour y passer leurs vacances, les équipes du CI3S de Laurentides remarquent une hausse du taux d'occupation dans ces urgences. Ainsi, le CI3S rappelle que plusieurs alternatives sont disponibles dans la région pour consulter un professionnel de la santé, dont les pharmaciens, les médecins de famille, le site Rendez-vous Santé Québec et le centre d'urgence pédiatrique. De plus, le service Info Santé permet de parler à un membre du personnel des soins infirmiers de jour comme de nuit en composant le 811. D'autres professionnels, tels que les physiothérapeutes, les dentistes et les optométristes, peuvent aussi répondre à différents besoins. Le guichet d'accès à la première ligne offre également des consultations pour les personnes qui n'ont pas de médecin de famille. Mme Rosemonde Landry, présidente directrice générale du CI3S de Laurentides, souhaite tout de même aux vacanciers beaucoup de prudence lors de leurs activités et sur les routes. Elle affirme que les équipes du CI3S sont prêtes à offrir les soins de santé à la population locale et touristique, mais qu'elles veulent avant tout que chaque personne puisse profiter avec prudence de son été sans problème majeur de santé. Revenez-nous après la pause. Le 20 juillet s'est tenue la signature de la Convention d'une fiducie d'utilité sociale dont l'objectif est de favoriser l'accès au logement et à la propriété à coût abordable pour les employés des entreprises et des organisations situées sur le territoire de la MRC des Laurentides et dans l'intérêt général des bénéficiaires. Véritable acte innovant, il s'agit de la première fiducie de ce genre au Québec visant l'aide au logement et à la propriété. À cette occasion, le constituant de la fiducie, Marc Lheureux, a remis un lingot d'argent. Cette donation symbolique constitue le point de départ du patrimoine fiduciaire qui sera administré exclusivement par les fiduciaires. La création de cette fiducie s'inscrit dans un contexte où l'effervescence du marché immobilier et les coûts de construction rendent plus difficile que jamais l'accès au logement pour les familles de classe moyenne. Marc Lheureux, préfet de la MRC des Laurentides, souligne l'importance de miser sur des initiatives innovantes et durables afin que se développe une meilleure offre de logements accessibles pour la population à l'emploi dans la MRC des Laurentides. En juin dernier, le Conseil des maires adoptait la composition du Conseil fiduciaire, constitué de 10 fiduciaires représentés par les maires des municipalités et de la directrice générale de la MRC des Laurentides. Leur mandat est d'une durée de 2 ans. Les bénéficiaires de cette fiducie sont la collectivité des résidents de la MRC de Laurentides dans son ensemble. Dans le cadre de la révision en cours du schéma d'aménagement et de développement du territoire, le Conseil des maires de la MRC des Laurentides a adopté une résolution de contrôle intérimaire visant à imposer provisoirement un moratoire sur certaines interventions dans les secteurs riverains au lac. L'objectif de cette résolution est de s'assurer qu'aucune intervention qui pourrait s'y réaliser ne compromette les nouvelles orientations et les règles d'aménagement régional en voie d'être définies. La MRC connaît une très forte croissance démographique depuis plusieurs années qui se reflète entre autres par un développement accéléré et dynamique de son territoire. Lors des récentes assemblées publiques de consultation, tenue du 6 juin au 7 juillet dans le cadre du processus en cours de révision du schéma d'aménagement, les enjeux liés à la pression du développement et à la protection des lacs furent soulevés à maintes reprises par les participants.
D'ici la fin du processus d'adoption du prochain schéma d'aménagement, ce contrôle intérimaire permet de mettre en application sans délai certaines orientations prioritaires en matière de développement à proximité des lacs. Ainsi, la résolution de contrôle intérimaire a pour effet immédiat d'interdire, sauf exception, à l'intérieur d'une bande de terre d'une profondeur de 300 mètres des lacs situés à l'extérieur des secteurs urbains et villageois, toute opération de lotissement visant la création d'une nouvelle rue ou le prolongement d'une rue existante, toute opération de lotissement pour un projet intégré, ainsi que toute opération de lotissement, utilisation du sol, construction ou agrandissement lié à un usage d'hébergement touristique excédant les densités déterminées. Les municipalités de la MRC verront à l'application de ce contrôle intérimaire, dont l'entrée en vigueur était le 4 juillet, dans leur processus d'octroi de permis et de certificats. Pour obtenir plus de détails, ainsi que la liste des projets exclus du présent règlement de contrôle intérimaire, vous pouvez consulter la résolution disponible sur le site Web de la MRC. Notez également que les projets ayant déjà obtenu un permis par la municipalité sont également exclus du règlement de contrôle intérimaire. Grâce au programme Réno-Région de la Société d'habitation du Québec, les ménages à faible revenu ou modeste de la région pourront encore cette année bénéficier d'une aide financière afin d'effectuer des rénovations pour corriger les défectuosités majeures que présente leur résidence. Une somme de 580 000 $ par année est octroyée à la MRC des Laurentides dans le cadre du programme Réno-Région. Le budget est autorisé pour les 2 prochaines années. Cependant, la programmation prendra fin lorsque l'entièreté du budget sera attribuée ou au plus tard le 31 mars 2025. Les besoins sur le territoire sont importants, par conséquent, les propriétaires désirant déposer une demande d'aide financière sont invités à s'inscrire sans tarder auprès de leur municipalité respective. Le logement doit être occupé à titre de résidence principale par le ou la propriétaire qui fait la demande d'aide financière. La valeur uniformisée du bâtiment, excluant la valeur du terrain, doit être inférieure à 150 000 $ pour l'année 2022. Les bénéficiaires se verront rembourser jusqu'à 95 % du coût des travaux sans toutefois dépasser 20 000 $ ou 25 000 $ dépendamment du revenu de leur ménage. Les ménages dont les revenus annuels sont inférieurs au montant suivant pourront bénéficier du taux de remboursement de 95 %. Pour une personne seule ou un couple, le montant est de 33 500 $. Pour 2 ou 3 personnes, sauf pour un couple, le montant est de 37 000 $. Pour 4 ou 5 personnes, le montant est de 46 500 $. Et pour 6 personnes et plus, le montant est de 58 000 $. Les ménages avec des revenus annuels dépassant ces seuils auront tout de même droit à l'aide du programme. Cependant, le pourcentage de contribution sera diminué et ajusté selon leurs revenus. Le revenu ne peut pas dépasser les montants mentionnés par plus de 12 000 $. Les travaux doivent coûter au moins 3 500 $ et être réalisés dans le but de corriger une ou plusieurs défectuosités majeures, telles que les murs extérieurs, les ouvertures, les saillies, la toiture, la structure, l'électricité, la plomberie, le chauffage ou l'isolation thermique. Ils doivent être effectués par un entrepreneur qui possède une licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec et doivent être terminés dans les 6 mois suivant la date où ils ont été autorisés. L'aide financière est versée une fois les travaux terminés. Les propriétaires doivent absolument communiquer avec leur municipalité pour procéder à leur inscription au programme et ce avant de commencer les travaux. Pour tous les détails concernant le programme, rendez-vous sur le site web mrclaurentide.qc.ca/aide à la rénovation. En sol québécois, c'est près de 62 millions de dollars sur 3 ans qui seront investis dans le programme Réno-Région. Jusqu'ici, cette aide financière a permis d'aider de nombreux propriétaires occupants à revenus faibles ou modestes vivant en milieu rural à corriger des défectuosités majeures sur leur résidence. La ville de Mont-Tremblant a complété la semaine dernière le processus d'acquisition de l'ancien mont de ski Grey Rocks, totalisant près de 700 000 m², dont elle est maintenant propriétaire. Cette acquisition est la première réalisée par Mont-Tremblant en se prévalant du tout nouveau droit de préemption consenti aux municipalités québécoises. Le maire Luc Brisebois mentionne qu'il est heureux que la ville ait pu saisir cette occasion d'acquérir le mont Grey Rocks et qu'elle pourra ainsi préserver et mettre en valeur cet espace naturel d'une grande richesse, tant pour l'environnement que pour la mémoire de Mont-Tremblant et du ski dans les Laurentides. Il ajoute que l'intention de la ville est de protéger ce territoire à perpétuité, comme elle l'a toujours fait avec le domaine Saint-Bernard, tout en le rendant accessible à la population pour la pratique d'activités de plein air. Mont-Tremblant évaluera
au cours des prochains mois les options d'aménagement de sentiers qui pourront être envisagées. D'ici là, la Ville demande aux adeptes de plein air de ne pas s'aventurer sur le site puisque celui-ci n'est pas ouvert au public à ce stade. Afin de gérer adéquatement les attentes de la communauté de skieurs et skieuses hors piste qui fréquentaient la montagne par le passé, la Ville tient à prendre les devants en précisant dès maintenant que le ski de randonnée alpine ne pourra malheureusement être autorisé pour la prochaine saison hivernale pour des raisons d'assurabilité. La Ville analysera les options envisageables au cours de la prochaine année. D'ici là, Mont-Tremblant compte sur l'entière collaboration de tous et toutes pour que cette interdiction soit respectée, notamment afin de ne pas nuire à sa capacité d'y offrir d'autres activités hivernales à plus court terme. En terminant, la Ville souhaite rappeler que les sports motorisés sont interdits sur le site de l'ancien Grey Rocks, tout comme dans l'ensemble du réseau Sentier Mont-Tremblant. Revenez-nous après la pause. La municipalité de Saint-Hippolyte est fière de participer à la 17e campagne d'arrachage d'herbe à poux organisée par l'Association pulmonaire du Québec, ayant pour objectif de sensibiliser la population aux effets néfastes de cette plante envahissante pour la santé respiratoire. L'herbe à poux est une plante annuelle qui se multiplie par semences et celle-ci peut survivre dans le sol jusqu'à 40 ans. Il s'agit d'une plante envahissante qui gagne du terrain chaque année et qui fait la vie dure à près d'1 million de Québécois à l'approche ou au cours de la saison estivale. Environ 13% de la population québécoise est affectée par la rhinite allergique majoritairement causée par cette plante. En effet, la prévalence des symptômes d'allergie saisonnière est directement influencée par la quantité d'herbe à poux sur un territoire donné. Il existe pourtant des moyens très efficaces pour contrôler cette plante, le plus simple étant de l'arracher. Pour ce faire, il est important d'apprendre à identifier cette mauvaise herbe puisqu'une fois démasquée, il ne restera plus qu'à l'arracher. L'ambrosia, dont le nom latin est Ambrosia artemisifolia, est mieux connue sous le nom d'herbe à poux, est responsable d'environ 75% des allergies reliées au pollen. En 2005, les coûts de santé associés à l'herbe à poux ont été évalués entre 157 et 240 millions de dollars au Québec. De tous les aérosallergènes saisonniers connus dans la province, le pollen de l'herbe à poux est le plus préoccupant. L'herbe à poux atteint une hauteur moyenne de 70 cm. Sa tige, couverte de poils, est surmontée de feuilles d'un vert grisâtre, minces et étroitement découpées. Elles sont opposées à la base et alternent dans le haut. Le feuillage ressemble à celui de la carotte. Pendant le mois de juillet, la plante se garnit de petites fleurs vertes, parfois jaunâtres, regroupées en forme d'épi au sommet des tiges. À la fin juillet et au début août, les fleurs laissent s'envoler dans l'air des millions de grains de pollen dont la majorité voyagent dans un rayon de 1 km. De plus, un plant d'herbe à poux peut produire jusqu'à 3000 graines de semences qui peuvent survivre jusqu'à 40 ans dans le sol. La pollinisation s'étend jusqu'à la mi-octobre, soit aux premières gelées du sol. À quoi ressemble cette plante annuelle, responsable de l'inconfortable rhume des foins? Elle a plutôt l'air inoffensive et s'apparente à presque n'importe quelle mauvaise herbe. Les feuilles sont très découpées, d'un vert uniforme des deux côtés. Les fleurs en épi sont d'un vert jaunâtre à l'extrémité de la plante. La tige est ferme, poilue et d'un vert grisâtre qui rougit à la floraison. Les racines sont courtes et faciles à arracher. Comment se défaire de cette plante détestable? Le plus simple est encore de l'arracher. C'est facile à réaliser puisqu'elle possède un système de racines peu développé. Il faut absolument effectuer l'opération en juin ou en juillet au plus tard, c'est-à-dire avant la floraison. Il est possible de diminuer la prolifération de cette mauvaise herbe. Il suffit de déraciner cette herbe avant sa période de pollinisation, de sensibiliser les gens de votre entourage, d'effectuer la coupe dans les terrains vagues et publics 2 fois par année, de recouvrir du sol par des matériaux inertes tels que du paillis ou des copeaux de bois, d'implanter d'un couvert végétal compétitif, utiliser des semences résistantes qui offriront une compétition végétative à l'herbe à poux. Il suffit également d'entretenir régulièrement sa pelouse, la tondre uniformément principalement en bordure du terrain en s'assurant de garnir les coins dénudés. Voilà autant de moyens de prévenir l'apparition de cette mauvaise herbe. Même si l'arrachage demeure le moyen de destruction le plus pratique, on peut, dans le cas d'un terrain couvert d'herbe à poux, raser régulièrement au sol les indésirables.
Si toutefois vous ne pouvez en venir à bout, les services de professionnels pourront sans aucun doute sauver un terrain infesté. La municipalité de Saint-Hippolyte souhaite créer un registre des personnes en perte d'autonomie sur son territoire. L'objectif est de permettre à différents services municipaux et régionaux d'assurer des suivis lors d'événements météo majeurs ou lorsque des mesures d'urgence sont déployées. Ainsi, si vous pensez être à risque en raison d'un manque de mobilité ou d'autonomie, ou si vous connaissez une personne qui pourrait avoir besoin de soutien en période difficile, la municipalité vous invite à laisser vos coordonnées au secrétariat du service de la sécurité communautaire au 450-563-2505 au poste 2275. La municipalité de Saint-Hippolyte invite les citoyens et les citoyennes intéressés à siéger au comité consultatif d'urbanisme, également appelé un CCU, à lui transmettre une lettre d'intention et de motivation. Des sièges sont à pourvoir pour un mandat de 2 ans. Il s'agit d'une fonction non rémunérée. Le CCU est un organisme mandaté par le conseil municipal pour donner des avis sur les demandes qui lui sont soumises en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Vous pouvez transmettre votre lettre par courriel à mmeunier@saint-hippolyte.ca. La municipalité de Saint-Hippolyte est fière d'accueillir le festival Tournant pour son édition 2023 qui se tiendra du 24 au 27 août. La programmation comptera près d'une trentaine d'artistes professionnels, parmi lesquels des artistes locaux, des pièces et des activités rassembleuses. Pour consulter le site Internet du festival et acheter vos billets, visitez le site web festivaltournant.com. Porté par l'organisme Danse Laurentide, le Festival Tournant qui présente chaque année une programmation de danse audacieuse composée d'artistes professionnels de la danse contemporaine québécoise. Il invite le public à voir et expérimenter la danse à travers une diversité d'activités et de performances s'adressant aux professionnels, amateurs et néophytes. L'événement Nomade met en lumière le patrimoine laurentien en priorisant les artistes locaux et en présentant plusieurs activités en extérieur dans les plus beaux paysages de la ville visitée. Le festival se démarque par la qualité de sa programmation et son ancrage dans la communauté et vise l'accessibilité et le sentiment d'appartenance. Revenez-nous après la pause. La ville de Piémont tient à faire une mise à jour sur l'évolution de certains projets d'envergure sur son territoire. Pour la réfection du pavage et remplacement de ponceaux sur le chemin Avila, les travaux se sont bien déroulés et les remplacements des ponceaux sont presque tous terminés. Il ne restera qu'un ponceau à changer et ce travail sera exécuté dans la semaine du 14 août. Les travaux de pavage sont en cours et la circulation sur le chemin Avila sera de nouveau possible dans les 2 directions d'ici la fin de la semaine. Pour le prolongement de l'égout sanitaire sur le chemin des Cailles, les travaux d'installation des nouvelles conduites sont terminés et les résidences sur ce chemin sont maintenant raccordées au réseau d'égouts. Les travaux de pavage sont prévus dans la semaine du 14 août. Pour les travaux de réfection sur le chemin de la montagne, c'est dans la semaine du 7 août que la Ville débutera les travaux de réfection de la fondation et de la chaussée entre le chemin de la Lisière et le boulevard de Mont-Roland. Ces travaux s'échelonneront sur une période de 10 à 12 semaines. La Ville en profitera également pour remplacer 9 ponceaux. Pour la réfection de l'aqueduc sur le chemin du Sommet, les travaux d'installation de la nouvelle conduite d'aqueduc sont terminés. Les travaux de pavage et de terrassement seront réalisés au retour des vacances de la construction. Le pavage sur le chemin des Pierres sera complété plus tard puisque l'intervention sur le réseau d'aqueduc existant est nécessaire. Pour l'aqueduc et les égouts sur le chemin Trottier, les travaux sur le chemin devraient débuter à la mi-août et consistent en la réfection complète du réseau d'aqueduc et du prolongement du réseau d'égouts. Dans le cadre des Journées de la culture 2023 qui se dérouleront du 29 septembre au 1er octobre prochain, la Ville de Saint-Sauveur invite ses commerçants à mettre de l'avant leurs fibres artistiques afin de bonifier l'offre culturelle offerte lors de l'événement. Les commerçants intéressés sont invités à soumettre leurs propositions avant le 1er août à Héloïse Grondin, technicienne en loisirs, par courriel à communautaire@vss.ca.
Le mois dernier, le maire de la ville de Saint-Sauveur, M. Jacques Gariepi, a reçu des élèves de l'école primaire de Saint-Sauveur, Pavillon de la Vallée, dans la salle du conseil de l'hôtel de ville pour discuter de leur toute nouvelle classe extérieure. Cette rencontre, initiée par les élèves de la classe de 5e année de Mme Catherine Marcotte et de Mme Marie-Ève Fortier, a été entièrement pilotée par eux, équipés d'une tablette, d'un trépied et d'un micro. Chacun avait son rôle à jouer afin de réaliser cette importante entrevue avec le premier citoyen de la ville. Le maire mentionne que ce fut un réel plaisir d'échanger avec ces jeunes, tous aussi enthousiastes et attentifs les uns que les autres, et que la classe extérieure est sans contredit un modèle pédagogique innovant pour les élèves de Saint-Sauveur. Il ajoute qu'il est fier de pouvoir participer à ce genre d'initiative et que pour souligner l'engagement et le bon travail accompli, il a invité chaque élève et enseignante à signer le livre d'or de la ville. La classe extérieure de l'école de Saint-Sauveur Pavillon de la Vallée est une idée qu'avait lancée Nathan, un élève de 9 ans, et qui s'est concrétisée en juin 2022. Ce projet innovateur est le fruit de plusieurs mois de travail réalisés par des membres du personnel du Centre de services scolaires des Laurentides, de parents bénévoles, de citoyens impliqués et bien sûr des élèves de l'école de Saint-Sauveur Pavillon de la Vallée. La municipalité de Val-David est fière de mettre en lumière ses créateurs dans le cadre de l'événement La Virée des créateurs de Val-David, qui se tiendra au cœur du village les 4, 5, 6 août 2023 de 11h à 17h. À pied ou à vélo, ce circuit original offre la chance aux visiteurs d'aller à la rencontre de 11 artistes et artisans à même leur atelier de création afin de dénicher des objets uniques réalisés avec soin. Véritable pôle culturel des Laurentides depuis plusieurs générations, Val-David accueille de nombreux artistes et artisans professionnels de renommée locale, régionale et internationale aux talents remarquables. Qu'ils y soient originaires ou établis récemment, ils sont l'âme et la fierté de Val-David. La Virée des créateurs est l'occasion parfaite pour les découvrir et s'enrichir de leur passion pour leur métier. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier provenant d'une entente de développement culturel avec le gouvernement du Québec, le service Loisirs et Culture de Val-David et en collaboration avec les artistes professionnels de Val-David. Si vous êtes un entrepreneur qui démarre son entreprise sur le territoire de la MRC des Pays d'en Haut, le Labo Entrepreneur pourrait vous intéresser. Il s'agit d'un parcours de formation, d'accompagnement et de visibilité pour les entrepreneurs qui se lancent en affaires. Il vous permet d'acquérir des compétences essentielles, d'agrandir votre réseau et surtout d'être soutenu par l'écosystème entrepreneurial de la région à l'étape du démarrage de votre entreprise. La prochaine édition du Labo Entrepreneur sera lancée le 30 août 2023 à 9h. Cette rencontre d'information virtuelle est ouverte à tous et à toutes. Ce sera l'occasion d'en savoir plus sur les activités de la cohorte démarrage et découvrir si le parcours est fait pour vous. Le formulaire d'inscription est disponible sur le site web de la MRC des Pays d'en Haut. Le parcours du Labo Entrepreneur s'adresse à ceux et celles qui ont une entreprise en démarrage. Il faut avoir dépassé la phase d'idéation et être prêt à démarrer l'entreprise. Il s'adresse aux personnes dont l'entreprise est située sur le territoire de la SADC des Laurentides. Il s'adresse aux personnes qui souhaitent s'investir pour travailler leur modèle d'affaires et aller chercher des outils dans le but d'augmenter leurs chances de réussite. La MRC des Laurentides terminait le 14 juillet dernier une série de consultations publiques portant sur le prochain schéma d'aménagement et de développement de son territoire. En tout, 7 consultations publiques ont été tenues du 5 juin au 14 juillet et celles-ci ont rassemblé plus d'une centaine de participants. Les citoyens de l'ensemble du territoire ont pu s'exprimer dans le cadre d'ateliers d'échange et de discussions sur les thèmes et les enjeux régionaux qui les concernent. Ce schéma d'aménagement doit répondre par ailleurs aux orientations gouvernementales et il sera soumis pour approbation auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le schéma d'aménagement et de développement est un outil de planification qui établit les lignes directrices de l'organisation physique du territoire. Il coordonne les choix et les décisions qui touchent l'ensemble des municipalités concernées. Le schéma est avant tout un document d'intention formulé et conçu de manière à faire ressortir une vision régionale du développement durable qui orientera le développement régional pour les 10 à 15 prochaines années. En vigueur depuis plus de 20 ans, une révision en profondeur du schéma s'avérait essentielle pour refléter les enjeux actuels et futurs de l'aménagement du territoire. Dans ce vaste processus de révision, la MRC des Laurentides a tenu des consultations publiques dans le but de présenter les principales orientations, répondre aux questions et prendre le pouls des citoyens sur des thèmes ou des enjeux spécifiques et cruciaux du développement régional. En parallèle aux assemblées publiques,
Plus de 20 mémoires et commentaires écrits sur le projet de schéma ont été déposés dans le cadre de la démarche de consultation publique. La MRC des Laurentides procédera au cours des prochaines semaines à une compilation et à une analyse des commentaires recueillis et mémoires déposés afin de dresser un portrait dans un rapport de consultation publique. Ce rapport alimentera la réflexion de la MRC dans le cadre des étapes finales de la démarche visant l'adoption et l'entrée en vigueur du prochain schéma d'aménagement et de développement du territoire. Plusieurs informations en lien avec la révision au cours du schéma d'aménagement et de développement du territoire peuvent être consultées sur le site web de la MRC. Revenez-nous après la pause. Trois chantiers d'envergure seront déployés à Sainte-Adèle du mois d'août à la fin octobre 2023. Les travaux consistent principalement à effectuer la réfection des infrastructures et débuter la réalisation d'un projet d'envergure dans les secteurs des pentes 40-80 qui permettra à la ville Sainte-Adèle de désengorger le réseau d'égouts sanitaires en diminuant l'apport d'eau de pluie et les surverses du réseau dans la rivière du Nord. La ville espère que ces chantiers n'affecteront pas ou le moins possible la quiétude des résidents et des usagers. Le personnel des services techniques et hygiène du milieu ne ménage pas ses efforts et a à cœur d'améliorer l'environnement et la qualité de vie des citoyens. Du 7 août à la fin octobre, il y aura réaménagement des pentes 40-80. Ce chantier majeur comporte la réfection des réseaux d'eau potable, égouts sanitaires et égouts pluviales, la création d'un bassin de rétention et la création d'un réseau pluvial. Du 14 août au début octobre, il y aura réfection des infrastructures rue Morin et secteur paysan. Ce chantier majeur comporte la réfection des réseaux d'eau potable, égouts sanitaires, par gainage et égouts pluviales. Du 20 août à la fin septembre, il y aura réfection des infrastructures sur la rue Lantier. Ce chantier comporte la réfection des réseaux d'eau potable, égouts sanitaires et égouts pluviales. La plage Jean-Guy Caron à Sainte-Adèle est officiellement rouverte à la baignade après avoir été temporairement fermée en raison d'une contamination bactériologique. Des nouvelles analyses réalisées par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs ont démontré que la qualité de l'eau était maintenant conforme aux normes de qualité bactériologique, méritant la cote B pour bonne. En juillet, les heures d'ouverture sont de 10h à 20h. La ville de Mont-Laurier est heureuse de souligner le succès de la première édition de Culture en fête qui s'est déroulée au parc Toussaint-la-Chapelle samedi dernier. Près de 1000 personnes se sont déplacées dans le cadre de cette première édition où diverses activités interculturelles étaient offertes, dont la danse, les percussions et la musique qui ont permis aux nombreux participants de se rassembler et d'échanger. Le maire Daniel Bourdon affirme qu'il est ravi de cette première édition de Culture en fête au cœur du pôle culturel au centre-ville, qui avait pour objectif de rassembler les citoyens dans un contexte où la ville s'enrichit d'une diversité culturelle grandissante. Cet événement a permis aux familles et aux adultes de célébrer en partageant des passions communes liées à la musique, à la danse, aux mets et aux rassemblements festifs. Par ailleurs, les prestations du Fenton Latino Band et du DJ Crucito ont fait danser la communauté au rythme latino. Mont-Laurier a également été la toute première ville du Québec à offrir une fête de reconnaissance dédiée aux travailleurs étrangers temporaires agricoles dans le cadre de Culture en fête. En plus de l'invitation lancée à l'ensemble des citoyens par la ville, le Centre d'emploi agricole de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles Outaouais-Laurentides et Agri-Carrière, avec le soutien financier d'Immigrants Québec et du gouvernement du Canada, a accueilli plus de 400 travailleurs étrangers temporaires qui œuvrent pour les entreprises agricoles de la région lors de l'événement. Pour l'occasion, plusieurs kiosques d'information où des jeux Pour l'occasion, plusieurs kiosques d'information étaient disponibles afin de reconnaître leur contribution essentielle envers l'agriculture de la région. La ville de Mont-Laurier était fière de procéder à l'inauguration des 3 terrains de pickleball et du terrain de basketball du pôle sportif de Mont-Laurier le 20 juillet dernier. Pour l'occasion, les membres du conseil municipal étaient présents, ainsi que les membres de l'association de pickleball des Hautes-Laurentides, qui ont procédé à une joute amicale pendant laquelle le maire Daniel Bourdon a effectué le premier service officiel de la partie. Dès maintenant, les citoyens ont accès à des plateaux sportifs de qualité leur permettant de pratiquer ces sports à l'extérieur. Aucune réservation n'est requise pour l'utilisation des plateaux et les accès sont gratuits.
Le maire Daniel Bourdon explique que la Ville de Mont-Laurier remercie le gouvernement du Québec et le Centre de services scolaires des Hautes-Laurentides pour leur collaboration afin d'élargir l'éventail de la pratique sportive en procédant à l'ajout des terrains de pickleball et de basketball à Mont-Laurier. Il ajoute que ces nouveautés inciteront les citoyens et les étudiants à l'initiation et à la pratique du sport tout en favorisant les saines habitudes de vie auprès de la communauté. Les travaux ont été réalisés notamment grâce au programme d'aide financière pour les installations récréatives et sportives du gouvernement du Québec, qui représente 340 600 $. Les investissements pour ce projet totalisent près de 850 000 $. La Ville de Mont-Laurier et plusieurs citoyennes bénévoles ont participé à l'installation du tout premier tricot graffiti le 8 juillet dernier au centre-ville. Grâce à l'entente de développement culturel entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Mont-Laurier, cette activité était offerte gratuitement aux citoyens de tous âges désirant participer à une activité intergénérationnelle. C'est avec l'artiste Karine Fournier que l'installation de près de 425 carrés de tricot a été réalisée sur les rampes du parc Toussaint-la-Chapelle ainsi que sur 2 lampadaires du parc Neveu-d'Orion. Soulignons la grande participation du club de tricot Les Chouettes Mamies du Centre d'action bénévole Léonie Bélanger qui ont confectionné plus de 300 des carrés installés lors de ce projet et qui ont participé aux 2 journées d'ateliers offerts. Cette pratique permet de mettre de l'avant une œuvre collective éphémère hors les murs et de favoriser ainsi un regard nouveau sur la ville en revitalisant le mobilier urbain. La Ville de Mont-Laurier désire rappeler aux citoyens la distribution du compost de résidus organiques de classification type B en vrac pouvant être utilisé pour les plates-bandes et les travaux résidentiels d'horticulture au garage municipal. Les citoyens peuvent obtenir gratuitement du compost provenant de la collecte des bacs bruns pour les matières organiques entre 8h et 16h30 du lundi au vendredi. Leur compost sera disponible en libre-service au garage municipal. Apportez vos pelles et vos contenants. Notez que ce compost peut contenir des corps étrangers tranchants. Il est donc conseillé de ne pas l'utiliser dans les pâturages et dans les parcs récréatifs, ni pour des fins de jardinage résidentiel. Revenez-nous après la pause. Le 6 février dernier, la MRC d'Antoine Labelle lançait un appel de projet dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts, volet intervention ciblée. Ce sont 13 projets de la grande région des Laurentides qui ont été retenus. Le service de gestion intégrée des ressources naturelles de la MRC administre pour un 3e mandat l'entente de délégation concernant la gestion du programme d'aménagement durable des forêts du ministère des Ressources naturelles et des forêts qui regroupe 4 MRC signataires, Antoine Labelle, des Laurentides, des Pays d'en Haut et d'Argenteuil. Le programme d'aménagement durable des forêts, volet intervention ciblée, vise entre autres la réalisation de projets et la mise en valeur de la ressource forestière sur le territoire des 8 MRC de la région des Laurentides. Dans le cadre de l'appel public pour l'année 2023-2024, les projets admissibles étaient les projets permettant de documenter les différents enjeux liés aux préoccupations des TGIRT afin d'appuyer les décisions et les orientations reliées à la planification forestière, les projets de réalisation de travaux sylvicoles d'aménagement forestier sur la terre publique intramunicipale, les projets d'amélioration, de réfection ou d'entretien du réseau de chemins multi-usages pour les divers utilisateurs des terres publiques, les projets d'accompagnement des initiatives et de soutien à l'organisation d'activités visant à favoriser l'aménagement forestier et la mise en valeur de la ressource forestière. 13 projets ont été retenus par les comités de sélection des MRC signataires de l'entente. Ces projets répondent aux différents objectifs du programme d'aménagement durable des forêts. Les aides financières accordées totalisent 259 896 $, dont 17 896 de l'enveloppe résiduelle de 2022-2023 et 242 000 de l'enveloppe 2023-2024. L'aménagement durable des forêts est régi par la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et a pour but de maintenir ou d'améliorer la santé à long terme des écosystèmes forestiers afin d'offrir aux générations d'aujourd'hui et de demain les avantages environnementaux, économiques et sociaux que procurent ces écosystèmes. Ainsi, la MRC contribue à l'harmonisation des différents usages de la forêt selon les droits consentis et les orientations prescrites par la loi. Elle souhaite participer au partage du territoire public afin de rendre possible les différentes activités et d'en faire une utilisation responsable.
Au cours des dernières semaines, la MRC Danton-Labelle a procédé au remplacement de ses enseignes aux entrées du territoire. Ces nouvelles enseignes adaptées à l'image de marque attractive L'Autre Laurentide contribuent à rendre le territoire accueillant, en plus d'être représentative de l'identité de la MRC et de ses communautés. La MRC souhaitait mettre sur pied un projet mettant en valeur sa marque territoriale, connue sous le nom de L'Autre Laurentide. Située aux entrées des villes de Rivière-Rouge et de Mont-Laurier et de la municipalité de Notre-Dame-du-Lot, les enseignes prennent les formes et les couleurs de cette identité visuelle représentative. Ainsi, c'est en août 2022 que le conseil de la MRC octroyait un mandat à l'entreprise FIJR pour la conception des enseignes, des plans d'aménagement paysager ainsi que pour la fabrication et l'installation de ces structures. Un comité de travail constitué d'un membre du comité administratif de la MRC, 2 membres du comité jeunesse à division, de l'agente de développement culturel, de la coordonnatrice aux communications et de la directrice générale, a travaillé en collaboration avec la firme pour réaliser ce projet à l'image du territoire. Les objectifs de ces nouvelles enseignes sont d'abord de rafraîchir l'image de la MRC et de marquer significativement les entrées dans ce territoire brut entier et de l'autre côté des artifices modernes, tel que le décrit le positionnement de l'Autre Laurentide. Elles contribuent à renforcer le sentiment d'appartenance et de fierté de la population, en plus de fédérer l'appartenance de la MRC à la région administrative de Laurentide. Finalement, elles rendent le territoire accueillant pour les visiteurs, les villégiateurs et les touristes. Les structures de 12 pieds de hauteur se veulent aussi impressionnantes que la superficie du territoire qui figure parmi les 10 plus grandes MRC du Québec. Par sa forme principale représentant les délimitations des 16 200 km² et l'intégration de formes et de couleurs rappelant les 17 municipalités entourées de nombreux paradis intimes, immensément forêts et parcourus de chemins d'eau douce, ces enseignes sont d'autant plus significatives pour la MRC. Pour compléter le tout, de l'éclairage dont les travaux sont effectués par PEF Électrique et des aménagements paysagers réalisés par Paysagement JD sont en cours afin de mettre ces enseignes en valeur et les rendre d'autant plus attrayantes. Ainsi, ces structures participeront à l'identité du territoire, à la visibilité de celui-ci, en plus de perdurer dans le temps. Alors que la MRC Danton-Labelle lançait son 2e appel de projet en octobre dernier dans le cadre de son entente de vitalisation du Fonds Région et Ruralité conclu avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le conseil de la MRC est fier de pouvoir supporter financièrement des projets de vitalisation du territoire par l'octroi d'aides financières totalisant 1 891 811 $. Ayant pour objectif la réalisation de projets ou d'initiatives pour soutenir la vitalisation et l'amélioration de services ou d'équipements pour la population afin d'agir positivement sur la vitalité du territoire, l'appel de projet concernait les organismes municipaux, les communautés autochtones, les coopératives, les organismes sans but lucratif et les organismes de réseau du milieu de l'éducation. Les projets retenus s'inscrivent dans les axes de vitalisation déterminés par le conseil de la MRC, soit l'emploi et la main-d'œuvre, le milieu de vie ou le tourisme. Ces projets constituent une initiative d'une durée limitée dans le temps, de nature ponctuelle et non récurrente en plus de se réaliser sur le territoire de la MRC. D'abord, le projet du Centre de services scolaires des Hautes-Laurentides a pour objectif d'embellir la cour d'école du pavillon Saint-Joseph. Le CSSHL souhaite construire un terrain synthétique multisport, un demi-terrain de basketball ainsi qu'une structure couverte pouvant autant servir de classe extérieure, d'estrade que d'un lieu pour pique-niquer. L'endroit sera attrayant et rassembleur, permettra de garder les jeunes sur le terrain de l'école et encouragera la tenue de classes vertes et la pratique de sports extérieurs. De plus, il pourra être bénéfique à de nombreuses activités ou à la réalisation extramunicipale et pour la population locale. Ce projet se voit octroyer 100 000 $ par la MRC. Le parc régional Montagne du Diable, quant à lui, souhaite réaliser la suite du projet Un parc pour s'évader. Pour y parvenir, l'organisme veut bénéficier d'un accompagnement par une firme spécialisée en développement de produits nichés afin d'élaborer différents forfaits, activités, analyses de rentabilité, conception et mise en marché. Ce projet bénéficie d'une aide financière de 54 000 $. L'Action bénévole de la Rouge, ou ABR, reçoit 100 000 $ pour l'optimisation des infrastructures, notamment par la relocalisation de l'organisme et l'agrandissement des installations. Afin de répondre au manque d'espace d'entreposage, au manque de bureaux, au ralentissement du fonctionnement et de l'expansion des activités, l'ABR souhaite acquérir un nouvel emplacement qui permettra de combler les besoins sans ajouter de défis logistiques, permettra l'aménagement d'un café,
d'une salle communautaire, d'une cuisine, d'un bloc sanitaire et de bureaux administratifs. Ce lien offrira également une nouvelle salle multimédia pour faire des rencontres avec les employés, les bénévoles et le conseil d'administration, en plus d'optimiser les équipements de l'organisme. La Maison de l'entrepreneur souhaite réaliser le déploiement du Centre d'innovation en bioéconomie forestière, également appelé CIBF. Ce projet vise à offrir un environnement de co-développement aux entreprises du domaine forestier souhaitant innover via des avancées en bioéconomie forestière et en optimisation des processus reliés à la forêt. L'objectif est de s'assurer que les projets puissent s'intégrer aux entreprises de façon structurée, mesurée et avec un maximum de retombées en productivité, tout en minimisant les coûts et les risques pour maximiser un retour financier. Pour réaliser ce projet, la MRC octroie une enveloppe de 99 900 $. Ensuite, la municipalité de Chute-Saint-Philippe réalisera le projet de service de garde éducatif. Considérant le manque de place en garderie ayant un impact défavorable dans l'attractivité et la rétention des familles sur le territoire, la municipalité souhaite acquérir et rénover un bâtiment afin d'y implanter une garderie et la bibliothèque municipale. Ce projet pouvant assurer 12 places pour les familles est soutenu financièrement à hauteur de 100 000 $. Le Club Quad s'est vu octroyer une somme de 87 911 $ pour son projet de réfection du sentier de la Montagne du Diable, phase 2. Les travaux, sur une distance de 20,4 km, consistent à remettre en état le sentier afin de l'ouvrir à nouveau. La nature des interventions consiste notamment à débroussailler, remplacer les ponceaux, procéder à la réfection de la surface de roulement, nettoyer et améliorer les fossés d'égouttement, en plus d'installer de la signalisation. La Ville de Mont-Laurier souhaite réaliser son projet Ma Ville en vélo. Le projet vise à mettre en place un plan cyclable sécuritaire dans le secteur urbain de Mont-Laurier pour faciliter les déplacements et le transport actif. Le plan proposé a pour objectif de rendre accessibles les diverses infrastructures de la ville, et ce, à partir de la route verte et du kilomètre 200 du parc linéaire Le Petit Train du Nord. Pour ce projet, la Ville de Mont-Laurier se voit octroyer 100 000 $. Ensuite, au cœur du noyau villageois de la municipalité de Lac-du-Cerf s'inscrit le projet de revitalisation du parc Raymond-Charbonneau, phase 2. La municipalité veut se doter d'un lieu rassembleur créé pour et par sa communauté et répondant aux besoins de tous ses citoyens, ainsi que des visiteurs des autres municipalités et des touristes. Elle souhaite reconstruire les aires de jeu pour les enfants et aménager l'entrée du parc. Ce projet est soutenu financièrement à la hauteur de 100 000 $. Finalement, la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles reçoit une aide financière de 100 000 $ pour aménager et mettre en valeur 2 sites, soit le terrain de balle et la plage municipale riveraine du lac des Îles. L'objectif est que ces lieux de rencontre préconisent l'activité physique, le divertissement culturel et social, ainsi que la mise en valeur et l'utilisation responsable du patrimoine naturel. L'appel de projet visait également à soutenir des projets à caractère exceptionnel, structurants pour la vitalité du territoire, pour lesquels se retrouve l'adéquation avec les actes de vitalisation et le besoin de recourir à des sommes importantes pour la réalisation du projet. Ainsi, les 4 projets suivants reçoivent un appui financier. D'abord, la Fondation de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue est soutenue à la hauteur de 250 000 $ dans le cadre de son projet de construction d'un nouveau campus. Le projet prévoit l'aménagement de 7 nouvelles salles de classe, de 5 salles d'études, d'une didactèque, d'une salle à usage divers, d'espaces communs, de bureaux administratifs et d'infrastructures réservées au développement et à la recherche. Il permettra à l'université de suivre le taux de croissance de sa communauté étudiante en progression et continuer sa participation à la vitalité socio-économique de la région. Transport adapté et collectif Danton Labelle se voit octroyer une aide financière de 200 000 $ afin de déployer la deuxième phase du réseau de bornes de recharge électrique sur le territoire. Ce projet prévoit l'installation de bornes de niveau 2 dans plusieurs municipalités et ainsi bénéficieront ainsi d'un levier supplémentaire pour l'attractivité et le dynamisme du territoire. Ensuite, la Corporation du Parc du Poisson Blanc, également appelée CPPB, reçoit une enveloppe de 250 000 $ pour l'optimisation de la pointe de la Truite, accueil des îles. Ce projet vise à optimiser à des fins touristiques l'utilisation de 6,1 hectares de la pointe de la Truite. Ce secteur est le point de départ de l'activité phare de la CPPB, soit le canot, le kayak, la planche à pagaie et le camping sur les îles du réservoir du Poisson Blanc. La construction de bâtiments et l'aménagement d'infrastructures qui permettront de soutenir la croissance de l'achalandage de la clientèle touristique.
Finalement, Signer Femmes obtient une aide financière de 250 000 $ pour l'achat d'un édifice et la création d'un pôle communautaire. Afin de continuer sa mission et de pouvoir atteindre ses objectifs stratégiques, l'organisme a besoin de diversifier son offre de services et doit se relocaliser dans un endroit plus grand et plus accessible. Avec ce nouvel espace, il sera possible d'offrir de nouveaux services sur place, notamment de nouvelles intervenantes, plus de locaux, plus de disponibilité et un horaire plus varié pour accueillir les résidents dans le besoin. Il sera également possible pour les partenaires de venir occuper les lieux pour offrir du soutien, des formations, des ateliers ou autres activités. La Fondation médicale des Laurentides et des Pays d'en Haut tiendra le 11 octobre prochain son 10e souper bénéfice annuel au manoir Saint-Sauveur à Saint-Sauveur-des-Monts. Une belle occasion pour la Fondation d'honorer deux grands donateurs, Daniel Francoeur et Jacques Vachon, de même que l'une de ses grandes bénévoles, Annie-Claude Ménard. Le président de la Fondation médicale des Laurentides et des Pays d'en Haut, Michel Rochon, qui a reçu l'an dernier le prix Hommage bénévole à Québec, remis par le gouvernement du Québec pour ses 22 ans d'implication à la tête de cet organisme, affirme que ces gens extraordinaires sont le reflet d'une communauté qui se tient serrée derrière leur fondation. La soirée du 11 octobre sera toutefois celle de Daniel Francoeur et Jacques Vachon, qui se sont engagés à plus de 200 000 $ dans le département d'ophtalmologie de l'hôpital Laurentien de Sainte-Agathe-des-Monts. Au final, de nouvelles installations spectaculaires d'une grande beauté et une qualité de locaux inégalée. Les travailleurs et les médecins œuvrent maintenant avec des équipements modernes, tout cela au profit de la population desservie. À ce duo dynamique s'ajoute Mme Ménard, qui a siégé sur le conseil d'administration de la Fondation médicale des Laurentides et des Pays d'en Haut de novembre 2014 à novembre 2023. Mme Ménard a participé à plusieurs projets qui ont été réalisés par la Fondation. Elle a toujours dit oui quand l'organisme avait besoin d'elle. Un bel exemple de quelqu'un qui s'implique à fond, se réjouit le président Rochon. Les billets pour ce grand événement sont en vente au coût de 300 $ par personne. Il s'agit d'un souper de 4 services qui a fait les délices de tous ses participants au fil des ans, vin et cocktails inclus. Des plans de commandite sont disponibles aussi pour les entreprises. Tous les profits de cette grande soirée serviront à 100% au projet d'achat des 165 défibrillateurs qui ont été ou qui seront distribués dans les 20 municipalités de la MRC de Laurentides, 10 dans la MRC des Pays d'en Haut et 3 du côté de la Naudière, dans les municipalités de Saint-Donat, Notre-Dame-de-la-Merci et Entrelacs. Pour plus de renseignements sur l'événement et pour l'achat de billets, écrivez à info@commercialfondationmédicale.com ou téléphonez au 819-323-4565. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.